Bonjour à tous, bienvenue à Question à domicile. Comme chaque matin à 8h30, nous allons interviewer un candidat de l'arrondissement de Dinan-Philippeville avec nos confrères de Canal C, Benoît de Rue à Namur. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Je pense que c'est même un candidat de la circonscription de Namur aujourd'hui, hein. Ah oui, tout à fait, oui, pardon, oui, exactement, vous avez raison de le préciser. David Clarinval que nous rejoignons à Bièvre. Bonjour Monsieur Clarinval. Bonjour. David Clarinval, vous êtes devenu bourgmestre de Bièvre en 2000, à l'âge de 24 ans. Vous étiez le plus jeune bourgmestre de Belgique. Vous êtes député fédéral depuis 2007. Vous êtes aujourd'hui tête de liste MR à la Chambre, donc de la grande circonscription de Namur. Première question, David Clarinval. Si je vous dis 32 289, est-ce que vous savez ce que signifie ce chiffre? J'ai une petite idée, en effet. Dites-nous. C'est probablement le résultat de Sabine Laruelle lors des dernières élections. Voilà, Sabine Laruelle qui était tête de liste à laquelle vous succédez. Benoît Cassard qui était candidat MR à l'Europe il y a 2 jours, justement, à question à domicile, nous disait que vous subissiez une grosse pression du fait de cette tête de liste et de cette succession prestigieuse. Qu'en est-il? Est-ce que vous sentez la pression? Une grosse pression, oui et non. En fait, il faut tout d'abord saluer le travail de Sabine. Moi, très humblement, je suis en effet tête de liste après les nombreuses années où Sabine a été tête de liste et a été le leader namurois au niveau fédéral. Et donc, moi, très humblement, je prends la succession de Sabine en sachant que j'ai travaillé de nombreuses années à ses côtés. Et donc, il y a une pression parce qu'évidemment, je n'ai pas toute l'expérience et toute la notoriété de Sabine Laruelle, mais je pense que je suis aussi là très combatif et avec l'aide de Sabine, parce qu'elle est aussi toujours à nos côtés pour défendre les indépendants, les classes moyennes, les agriculteurs. Avec l'aide de Sabine, je compte bien en tout cas faire un résultat tout à fait honorable. Est-ce que vous visez un objectif en termes de voix particulier? Vous aviez 13 000, mais en tant que deuxième sur la liste aux dernières élections, 13 000 et quelques voix. Est-ce que vous visez 20 000, 25 000? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions quand on est en campagne? Bah, je vais pas dire que je me pose pas la question, mais en tout cas, je me fixe pas d'objectif parce que mon résultat, c'est surtout que toute l'équipe ait un résultat vraiment positif. On est une belle équipe en province de Namur pour le MR et moi, je me bats en tant que tête de liste, je me bats pour toute la liste et je veux que notre liste fasse le meilleur score possible. Et moi, personnellement, mon score a moins d'importance, mais je ne me fixe pas d'objectif chiffré. Évidemment, j'espère faire mieux que ce que j'avais fait il y a 4 ans. Voilà. Est-ce que le fait de venir d'une commune rurale, hein, la commune de Bièvre, est-ce que ce n'est pas un handicap pour vous dans cette course électorale? Ben, oui et non. Une réponse de Normand. En fait, certes, c'est un handicap parce que le nombre d'habitants en zone rurale est nettement moindre que dans les zones urbaines et donc c'est vrai que il y a moins d'électeurs tout simplement et donc en termes quantitatifs on pourrait voir cela comme étant un handicap, mais c'est largement compensé par la motivation et le fait que le soutien qu'il y a dans ces zones parce que il est rare en effet que des candidats des petites communes puissent être à une position comme tête de liste et donc on sent un réel soutien, un réel engouement dans ces zones rurales et donc la quantité est peut-être remplacée par la motivation des habitants et des citoyens donc euh, je pense que cet handicap peut aussi devenir un atout. Vous devez sillonner toute la province aussi. Vous devez aussi vous faire connaître aussi. Le travail au Parlement fédéral n'est pas nécessairement toujours très médiatisé, donc c'est pas facile, hein, finalement. Disons que le problème quand vous êtes député, c'est qu'évidemment les grandes réformes sont menées par le Premier ministre, par les ministres en charge, et pour un député, c'est souvent plus difficile d'exister. Mais en ce qui me concerne, je me suis quand même investi dans des matières qui étaient peut-être plus proches des préoccupations des citoyens. On a parlé des problématiques de médecine en zone rurale, où on avait une désertification médicale. On a parlé des problèmes de restructuration de services publics. On a parlé aussi du rôle de Namur pour toute une série de choses. Donc, il est clair qu'on peut aussi
pouvoir être connu en investissant des matières très en profondeur. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu obtenir quelques petites législations, notamment sur les chèques repas, ce qui peut sembler anecdotique, mais pour les personnes concernées, c'était très bien, ou pour la lutte contre la fraude des sociétés. Donc, en étant en pointe sur des matières peut-être plus spécifiques, il y a moyen de tirer son épingle du jeu, me semble-t-il. David Clarinval, vous venez de publier un livre avec le chercheur Corentin de Sales intitulé « Le fiasco énergétique ». Alors dans ce livre, vous évoquez une fiscalité cachée. Vous avez sorti votre petite calculette, vous avez déclaré que 68% de la facture d'électricité, donc 2 tiers d'une facture d'électricité d'un ménage, revient dans les caisses de l'État, des régions, des communes. Alors ma question, c'est en quoi est-ce un problème? Après tout, je veux dire, au moins cet argent ne va pas dans des caisses de multinationales et ne quitte pas la Belgique. C'est un problème dans le sens où c'est en fait une seconde feuille d'impôt qui est déguisée. Et la région wallonne principalement utilise la facture d'électricité pour taxer les citoyens. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la facture d'électricité d'un wallon est 15% plus chère que celle d'un flamand. Alors, ça, c'est simplement parce qu'il y a notamment les certificats verts et d'autres taxes qui sont cachées dans la facture d'électricité. Donc, les Wallons payent plus cher leur électricité que les Flamands, mais les entreprises wallonnes payent plus cher leur électricité que les entreprises flamandes. Et donc, en termes de compétitivité des entreprises, c'est un problème. Aujourd'hui, on constate que les entreprises ont déjà beaucoup de difficultés à pouvoir créer des emplois, à pouvoir créer de l'activité parce qu'elles sont sujettes à de nombreuses problématiques. Si en plus on leur ajoute un coût d'électricité plus important que la Flandre, et ne parlons pas d'autres pays, alors on voit vraiment qu'il y a un handicap pour la compétitivité de nos entreprises. Et alors, c'est un échec de la libéralisation du marché de l'électricité qu'on avait vendu comme quelque chose qui allait rapporter finalement aux consommateurs, et on le constate, vous le dites dans votre ouvrage, finalement le consommateur n'en bénéficie pas. Au contraire, la partie qui a été libéralisée, c'est la partie purement électrique. Et là, on constate la partie fédérale. La partie électrique, le coût de l'électricité a diminué depuis la libéralisation, depuis 2007. Quand vous comparez morceau par morceau votre facture, vous constatez que la partie libéralisée diminue. Quand la région wallonne de l'État ajoute des taxes, ça n'est pas de la libéralisation, c'est tout simplement des taxes qui sont ajoutées à une facture. Donc, ça n'est pas l'échec de la libéralisation. Concrètement, monsieur Clarinval, c'est au niveau des... Concrètement, Monsieur Clarinval, vous êtes candidat au fédéral, vous évoquez la surfacture, la surfiscalité de la région wallonne, mais au fédéral, que proposez-vous concrètement? Quel est votre levier d'action pour alléger la facture d'électricité des ménages en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre? Il y a la TVA aussi. Alors, au niveau fédéral, vous n'ignorez pas que beaucoup de choses ont été faites sous cette législature. La TVA qui a été diminuée de 21 à 6%, c'est grâce en partie au MR que nous l'avons obtenu, et donc le fédéral diminue les taxes quand la région wallonne les augmente. Nous avons également mis en concurrence les fournisseurs. Il y a eu ce qu'on a appelé le gel des tarifs et le dégel, évidemment, qui a engendré une concurrence saine entre les opérateurs, qui a engendré une diminution des coûts de la partie libéralisée. Il y a eu d'autres mesures qui ont été mises en œuvre au niveau, donc notamment le filet de sécurité, c'est un peu technique, mais c'est un mécanisme qui a été mis en place dans le 3e paquet de la libéralisation. Toutes ces mesures fédérales ont engendré des diminutions de coûts. Malheureusement, les citoyens ne l'ont pas ressenti dans leurs factures parce que, en même temps, le gouvernement wallon, sous principalement l'égide du ministre Nollet, a largement compensé à la hausse les diminutions fédérales. Et les certificats verts ont coûté beaucoup plus cher que tout ce que la diminution fédérale avait pu octroyer. Et donc, les citoyens, eux, n'ont pas vu une diminution parce que pendant que le fédéral diminuait la partie électricité, la région, elle, augmentait. Le fédéral devrait interdire ou limiter la possibilité pour les régions d'alourdir cette facture. Quelle est votre opinion à ce propos? En fait, ça démontre, dans une certaine manière, la problématique d'avoir des majorités différentes entre le Nord, enfin entre le fédéral et les régions. Parce que certaines politiques qui vont dans un sens peuvent être annihilées par un autre niveau de pouvoir si on n'a pas les mêmes majorités. Et vous pensez qu'après le 25 mai, il y a une possibilité de faire des majorités symétriques, comme on dit?
Au MR, nous plaidons pour qu'il y ait des majorités symétriques, pour qu'il y ait plus de cohérence. On parle de l'électricité, mais c'est valable pour plein d'autres sujets, pour qu'il y ait plus de cohérence dans ces différents leviers d'action. Imaginons quand le niveau fédéral diminue les impôts avec une réforme fiscale et que pendant ce temps-là, le niveau régional, sans le MR, augmente les additionnels parce que la nouvelle réforme de l'État va le pouvoir le permettre, on aurait alors une diminution fédérale des impôts et les Wallons auraient une augmentation alors que les Flamands auraient une diminution. Ce serait dramatique en termes de compréhension pour les citoyens et on risque d'avoir une concurrence qui pourrait appauvrir les Wallons parce que évidemment la Flandre étant plus riche, on risque d'avoir des problèmes au niveau wallon. Donc il faut qu'il y ait des majorités symétriques pour qu'on en ait plus de cohérence dans les décisions qui seront prises. Et le décret électricité de la région wallonne va instaurer une tarification progressive. Donc, finalement, en 2015 aussi, pour les petits consommateurs, il y aura un gain. C'est en tout cas ce qui est défendu à travers ce décret. Ouais, ça, c'est ce que le ministre Nollet dit, mais je suis étonné qu'il ait fixé le début de cette tarification progressive pour après 2015. Donc, il était ministre jusqu'en mai 2014, mais il fixe des décisions pour quand il ne sera plus ministre. Donc, attendons de voir ce qui va réellement être décidé dans les mois à venir, parce que moi, de tous les contacts que j'ai avec les opérateurs, cette tarification progressive, solidaire et familiale, comme elle est appelée, est très complexe à mettre en œuvre. L'électricité gratuite, personne ne peut croire ça. L'électricité gratuite, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et donc, peut-être que... Mais les gros consommateurs, oui, les gros consommateurs, finalement, étaient récompensés puisque les kilowatts au-delà de 4000, 5000 kilowatts étaient moins chers que les premiers kilowatts. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Oui, mais il faut tenir compte, par exemple, du fait que les familles nombreuses consomment plus d'électricité que les personnes seules. Il faut aussi tenir compte du fait que certaines personnes se chauffent avec des chauffages électriques. Donc, il y a toute une série de contraintes techniques qui doivent... Il n'y a pas seulement les gens qui ont une piscine, qui chauffent leur piscine à l'électricité, qui consomment beaucoup d'électricité. Il faut être attentif à ne pas faire du simplisme en matière d'électricité parce qu'on arrivera à des situations dramatiques où des familles nombreuses qui se chauffent à l'électricité paieront leur électricité beaucoup plus cher que d'autres. Donc, les mécanismes, les arrêtés d'application de cette tarification progressive ne sont pas encore connus. Et moi, je voudrais d'abord voir comment on va appliquer cette législation qui est très complexe à mettre en œuvre avant de crier victoire. Je suis au contraire persuadé que cela risque de coûter plus cher à toute une série de la population. David Clarinval, un thème qui était très présent au moment des élections communales de 2012, mais qui a disparu de cette campagne 2014, c'est la mauvaise santé financière des communes. Alors je sais que Bièvre bénéficie d'une insolente bonne santé financière grâce à la vente des bois, donc vous êtes moins concerné, mais pourtant c'est quand même au fédéral qu'on décide de transférer des charges, de plus en plus de charges vers les communes en matière de police, de pompiers, les incivilités, les CPS, etc. Est-ce que c'est un thème en 2014 qu'on a mis un petit peu sous le boisseau pour des raisons pratiques tout simplement? Quel est votre avis en tant que bourgmestre, en tant que député sortant? Mais, tout d'abord, par rapport à Bièvre, certes, nous avons la chance d'avoir quelques hectares de forêt qui alimentent notre caisse, mais il faut aussi savoir que les habitants de Bièvre, le niveau de revenu des Bièvrois est nettement inférieur à ceux de la périphérie namuroise, par exemple, ou à ceux du Brabant wallon. Et quand on compare les revenus des habitants, on est plutôt dans une moyenne, en dessous de la moyenne de la région wallonne. Donc, mais pourquoi est-ce que ce thème qui était important au moment des communales, la santé financière des communes n'a pas évolué en 2 ans et ça se passe au fédéral quand même, hein? Et oui, mais ce thème a disparu, ce thème a disparu de la campagne. Ouais, je ne trouve pas qu'il a disparu. Moi, je voudrais aussi dire que certes, il y a des décisions fédérales qui ont des implications communales, mais moi, en tant que bourgmestre, ce sont les décisions régionales qui me compliquent le plus la vie. Quand je vois, par exemple, que on vous octroie des subventions pour des égoutages, des travaux d'égouttage, ou pour des travaux de voirie, et puis que l'on vous écrit avant que vous deviez mettre en adjudication au dernier moment que finalement la région wallonne n'a plus d'argent et reporte les subventions à l'année suivante ou peut-être ad vitam aeternam, quand je vois qu'on n'a pas droit en province de Namur
à avoir des fonds structurels alors que le Hainaut peut en obtenir. Moi, je vois aussi que les régions wallonnes n'aident pas nécessairement non plus les communes à se sortir de cette situation financière. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Moi, je trouve au contraire qu'on en parle beaucoup. J'ai fait plusieurs débats depuis 30 jours et je veux dire, une fois sur deux, ce thème est à l'actualité. Disons que peut-être le fait était qu'il y a 2 ans, c'était les élections communales et donc le focus était plus mis sur cet élément-là, tandis qu'aujourd'hui, il y a les élections européennes, régionales et fédérales et donc on parle peut-être moins des communes. Mais donc moi, je reviens au fait qu'il faut plus de cohérence entre le fédéral, le régional et le communal, des majorités symétriques, parce que, en effet, c'est exactement la même remarque que pour tout à l'heure entre le niveau fédéral et régional. Prendre des décisions fédérales qui engendrent des hausses de coûts au niveau communal, ce n'est jamais que faire un déplacement de la problématique. On ne règle pas la problématique. Maintenant, il faut aussi être de bon compte. Le niveau communal, avec des communes qui sont bien gérées pour la plupart, eh bien, c'est aussi une proximité plus importante, c'est aussi une efficacité plus importante, et donc on peut aussi reconnaître qu'en transférant au niveau fédéral, on fait confiance aux acteurs de terrain et on leur donne plus de responsabilités. Donc, on peut voir ça dans les deux sens. Il ne faut pas nécessairement voir ça comme étant négatif. Il y a aussi une vision positive à apporter à cette problématique. Voilà, moi j'avais une petite question aussi, peut-être un peu plus personnelle, sur le cumul de la fonction de parlementaire avec celle d'entrepreneur. Hein. C'est vrai, quand on parle de cumul des fonctions, on parle souvent des fonctions publiques, mais est-ce que c'est facilement conciliable d'être aussi investi dans une entreprise familiale et en même temps d'avoir cette fonction de parlementaire qui est très prenante aussi? Et de bourgmestre. Voilà. Et de bourgmestre, ne l'oublions pas, oui. Donc vous avez dit entreprise familiale. Donc moi je ne suis pas seul patron de cette PME. En fait, mon père, mes sœurs et mon frère travaillons dans cette PME d'une 60aine de personnes. Et donc je ne suis pas seul à diriger cette entreprise, ce qui permet de partager le travail. Et donc, à cet égard, cela se passe en très bonne entente et nous sommes complémentaires. Donc, ça peut permettre de comprendre aussi que je ne suis pas comme un seul à diriger cette entreprise, ce serait difficile. Mais par contre, je suis au Parlement un des seuls qui a une vision de l'entreprise très concrète. Ce que je peux déplorer quand on évoque des problématiques des entreprises, c'est qu'on a souvent des partis qui disent ne pas cumuler, mais qui parlent de manière théorique des problématiques. Et quand on leur dit, mais vous savez ce que vous dites là, ça ne reflète pas la réalité. La réalité des choses, c'est ceci, c'est cela, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Ça n'est pas du tout une vision théorique comme vous le lisez dans les revues syndicales, par exemple. Et donc, avoir un pied dans l'entreprise où on constate au jour le jour la réelle difficulté d'être entrepreneur, la réelle difficulté de créer de l'emploi, la réelle difficulté de créer de l'activité, eh bien, ça permet aussi au niveau fédéral de relayer, d'être un relais efficace des problématiques de terrain. Et un député, c'est en fait un représentant. Moi, je me vois comme un représentant des entreprises, un représentant des citoyens et un représentant qui est conscient des problématiques des gens. Pas un théoricien qui parle en chambre et qui nécessairement ne maîtrise pas les détails. Et c'est parfois efficace. Quand vous avez dans une commission parlementaire un député qui connaît bien le terrain, tous les partis, la plupart du temps, écoutent parce qu'ils savent que ce qu'il dit reflète réellement. Puis vous avez ensuite, c'est parfois des théoriciens qui parlent sans connaître les choses. Et là, on peut le déplorer parce que les décisions sont prises par ces instances. Et donc, oui, on peut regretter ce cumul. D'ailleurs, on est fortement critiqué à cet égard. Mais moi, j'y vois un plus parce qu'on représente et on connaît les problématiques. On ne parle pas dans le vide. Nous arrivons à peu près une petite vingtaine de minutes d'interview, alors ça va très très vite. On va peut-être Benoît et moi vous poser chacun une dernière question. Benoît, vous avez une question que vous souhaiteriez poser à David Clarinval? Oui, David Clarinval, oui, sur le terrain. Hein, vous êtes sur le terrain pour le moment. Vous êtes à la rencontre des gens. Est-ce que vous constatez vous aussi l'écart qu'il y a finalement entre les représentants, hein, vous êtes un de nos représentants, et les citoyens, et comment faire finalement
pour combler cet écart? Qu'est-ce que vous faites concrètement quand les gens vous interpellent en disant écoutez, on ne s'y retrouve plus, voilà, on est un petit peu déçu de la politique. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais vous avez raison. Quand l'on est sur le terrain, que l'on parle avec les gens, tout le monde n'est pas comme ça, hein, tout d'abord, mais il y a une partie de la population qui est dégoûtée de tous les hommes politiques. Elles disent vous êtes tous pourris, vous êtes tous dans le même panier. Voilà. Il y a malheureusement, en effet, dans le chef de certains, ce discours qui existe. Alors, mais ça reflète un peu aussi ce que je vous disais avant. Certains hommes politiques ont parfois un discours qui ne tient plus compte assez des problématiques concrètes des gens. Quand je vous disais tout à l'heure que j'étais un des seuls représentants qui avait réellement une activité dans les entreprises, c'est pareil pour d'autres secteurs de la société. Et donc, je pense qu'il faut réellement que les hommes politiques se remettent en question et puissent reconnaître qu'ils ont parfois un discours qui n'est pas compréhensible par la population. Et c'est parfois, et je me mets également dans le même bateau. Hein. Donc, nous avons à la fois la nécessité de devoir gérer les problèmes globaux et de pouvoir apporter des solutions globales et faire comprendre d'un point de vue plus local, d'un point de vue plus concret, que ces décisions globales qui ont parfois l'air incompréhensibles ou qui ont parfois l'air prises de loin ont des répercussions très directement pour les gens. Et donc ça, c'est le grand écart que nous devons mener, à la fois pouvoir prendre des décisions compliquées et les expliquer aux citoyens pour qu'ils comprennent que il faut aussi bien reconnaître que la société n'est pas noire ou blanche. Il y a toujours la nécessité de devoir prendre des décisions qui ne sont pas aussi simples que l'on le voudrait. Et donc, les citoyens parfois regrettent qu'on n'ait pas une décision simple et claire, mais la réalité. Peut-être que vous ayez une baguette magique aussi à certains moments. Hein, on l'entend. Hein, vous allez tout résoudre. Ah mais vous savez, quand je suis devenu bourgmestre il y a 14 ans, j'avais été stupéfait par cela parce que les gens, à un certain moment, sont venus me trouver et me demandaient des choses incroyables. Ils me prenaient pour le Père Noël dans une certaine mesure. Et donc, il faut aussi que les citoyens comprennent que les hommes politiques sont des hommes comme les autres et qu'ils doivent parfois se battre pendant des années pour résoudre des petits problèmes. Et après, il dit, mais comment c'est possible que vous ayez pris autant de temps pour résoudre tel problème? Ça a l'air si simple. Mais la réalité et le monde politique, la complexité du système belge fait que c'est encore plus compliqué qu'ailleurs, probablement. Mais il faut aussi qu'il y ait un peu d'indulgence à l'égard des gens de bonne volonté. Et il y en a dans tous les partis, hein, que ce soit clair. Mais je peux comprendre que les citoyens aient parfois un peu du mal à comprendre cela. Mais c'est aussi les hommes politiques qui doivent mieux l'expliquer. Merci David Clarinval, merci Benoît Derue. Il y a un nouveau question à domicile sur le site de Canal C à 12h30. Qui recevez-vous aujourd'hui, Benoît Derue, à 12h30? Oula, là vous me coincez parce que moi je vais enregistrer un débat dans 2 heures et donc je suis concentré sur mon débat pour le moment. Écoutez, merci de nous avoir rejoints quand même. Nous allons avoir un débat régional sur l'arrondissement de Dinan-Philippeville avec les candidats de l'arrondissement de Dinan-Philippeville. Donc je vous invite à suivre ce débat puisque ce sont des arrondissements, le sud de notre province, c'est une région qui est en difficulté économique et donc on va entendre les propositions des uns et des autres pour faire avancer les choses et pour faire en sorte que cette région ne soit pas oubliée et qu'elle puisse aussi progresser sur le plan socio-économique mais aussi aménagement du territoire. Et j'aurai le plaisir, Diederick, d'enregistrer ce débat avec votre collègue Anne Pearson. Je vous souhaite un bon débat, Benoît, et demain matin à 8h30, de nouveau avec Canal C, nous irons chez Jean-Marc Delizé à Viroinval. Merci David Clarinval, qu'avez-vous pensé de cette petite expérience de vidéoconférence? Ah, c'était une première pour moi, donc c'est assez sympathique. C'est assez troublant, je vous avoue, mais c'est assez sympathique. Okay. Personnellement, j'aurais préféré aller à Bièvre parce que c'est un endroit magnifique. Voilà. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Merci Benoît Derue, merci David Clarinval. C'est la fin de ce question à domicile. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.